Les 27 et 28 août dernier, j'ai eu l'opportunité de participer au week-end d'archéologie expérimentale organisé par l'archéosite d'Opchy en Belgique. À cette occasion, j'ai fait la rencontre de Georges Verly, attaché au musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles et archéologue spécialisé en archéométallurgie. Dans le cadre de ce nouveau reportage, Georges Verly va nous parler à la fois des fouilles archéologiques auxquelles il participe en Égypte, mais surtout des expérimentations qu'il mène à partir des données archéologiques et scientifiques collectées sur le terrain, pour tenter de comprendre et de percer le mystère des techniques de réduction, de fusion ou encore de cire perdue utilisées par les Égyptiens durant l'Antiquité. Rencontre avec un expérimentateur d'exception. Bonjour, alors effectivement j'ai la grande chance de pouvoir participer à une mission française qui a été mise au point par l'université Paris 4 Sorbonne, l'IFAO et l'université de Suez, qui ont commencé il y a 10 ans une fouille extraordinaire sur le site d'Ensurpla. Alors pourquoi cette fouille est extraordinaire? Parce que c'est une fenêtre technologique qui est bien datée, qui nous a permis effectivement de comprendre tout un pan technologique lié à la métallurgie du cuivre, parce qu'on a toutes les structures encore en place, et ces structures sont un ensemble d'ateliers qui sont des ateliers standardisés dans lesquels effectivement le métallurgiste a reproduit X fois effectivement la même opération. Alors ça comprend quoi? Ça comprend bien des espaces qui sont clôturés, qui permettent effectivement à l'homme de gérer les conditions métallurgiques, dans lesquelles on a des batteries de fours, 4 fours effectivement de réduction, qui permettent à partir de blocs de malachite, d'un fuel que nous sommes en train d'analyser pour l'instant, mais qui est certainement de l'acacia, mais probablement de l'acacia vert et du crottin d'âne, de retirer de ces blocs lors de l'opération effectivement le cuivre qu'il contient. Une fois que ce cuivre est extrait, on le retrouve sous forme de biofond et les blocs sont ensuite évacués sur une partie du site. Alors ça c'est la première opération, l'opération de réduction, que nous menons aussi en expérimentation aussi bien en France qu'en Belgique et en Italie, et qui grâce à la méthodologie qui a été mise en place par IACOM, de pouvoir toujours en fait comparer ce que l'expérimentation donne, ce que les données archéologiques donnent, et si possible effectivement aussi combiner les analyses. Et c'est grâce effectivement à ce triangle qu'on peut effectivement répondre à ces différentes questions et nourrir le débat au fur et à mesure des avancées que IACOM est en train de faire. Alors c'est la partie expérimentale pour la réduction. On a aussi la grande chance sur place d'avoir des fours de fusion, donc c'est bien du Moyen Empire. Ces fours de fusion sont tout à fait particuliers puisque ce sont des petits creusets qui contiennent 200 grammes, avec aussi une technique de ventilation qui est une technique qui n'avait jamais été expérimentée jusqu'à présent, qui sont des pipes que l'on utilise effectivement grâce aux poumons et qui permettent effectivement de monter en température au sein même du creuset jusqu'à 1200 degrés et obtenir un bain liquide de cuivre à partir des billes que nous avons produits en réduction. Donc la vue holistique permet de pouvoir comprendre ces différentes opérations tout en intégrant les données archéologiques à son maximum et de pouvoir effectivement avancer dans la recherche, aussi bien par rapport à la fouille, puisqu'on découvre des nouvelles techniques de fouille grâce à l'expérimentation, ça c'est le grand avantage aussi, mais aussi bien ça permet de délimiter certaines théories qui ont été proposées, qui s'avèrent effectivement inefficaces en expérimentation, et de réorienter chaque fois le débat vers un processus qui ne sera jamais maîtrisé dans sa globalité, puisque l'expérimentation ne permet pas de donner les savoir-faire, ne permet pas de donner des timings, des productions et autres, mais en tout cas permet de comprendre, je dirais, à 90% le processus lui-même, puisqu'on corrobore effectivement chaque fois les sous-produits, les produits, les structures, et qu'il faut absolument correspondre à ce que les données archéologiques donnent. Donc c'est un instrument qui est très intéressant, ça nous a permis de donner vraiment des éléments clés en termes de compréhension, et c'est plus globalement, effectivement, une approche qui permet ensuite d'étudier des objets qu'on retrouve au musée, puisque moi je travaille aussi au musée et j'étudie les collections, qui permet aussi d'avoir une idée qualitative quant au milieu socio-économique de l'époque, rien que comprendre effectivement une expédition de milliers d'hommes avec les ânes qui sont dans le désert donne une certaine importance par rapport aux matériaux, mais aussi par rapport au contexte sociopolitique. Et donc, effectivement, il y a l'aspect technologique et le processus de production, mais il y a aussi l'environnement global qui permet effectivement de replacer ça dans un cadre intelligible et de ne pas dénaturer effectivement le sujet, puisqu'on reste des archéologues avant tout, et le but est de comprendre effectivement un site archéologique dans son contexte global ou particulier dans le cadre de la métallurgie. Alors aujourd'hui particulièrement, on a un tout petit peu changé de site, puisque d'habitude on a une Ensurpla. Cette fois-ci on descend au sud, on descend d'époque aussi, on arrive à la basse époque, on est sur des fouilles allemandes qui ont été menées donc à Kubetawa sur un contexte funéraire, dans lequel ils ont trouvé exceptionnellement une série de potées, de moules pour la technique de la cire perdue.
Alors ces découvertes en soi est exceptionnelle puisque d'habitude ces moules sont à peine retrouvés de façon fragmentaire. Dans ce cadre-ci, ils sont entiers. En plus, ils représentent différentes phases. On a la phase de construction, la phase de dessirage et même la phase de coulée, ce qui est un avantage puisqu'on peut voir le comportement de ces matériaux à travers effectivement les différentes phases. Alors, on a opéré au préalable des études chimiques, analytiques, grâce notamment à notre partenaire de Leuven, mais aussi grâce effectivement à l'université de Berlin et l'université de Bonn, qui nous ont donné des données techniques quant à la composition des matériaux. Et puis on a associé ça avec de l'imagerie de pointe, des micro-CT scans, qui permettent effectivement de voir ce qui se passe dans ces moules de façon non destructive, couche par couche. Alors la grande idée qu'il faut se faire, c'est qu'un métallurgiste est avant tout quelqu'un qui manie la terre, c'est quelqu'un qui comprend effectivement les propriétés mécaniques, thermiques des argiles qu'il utilise, des argiles et ses composites bien entendu. C'est-à-dire qu'essentiellement les deux matériaux qu'il va utiliser, c'est différents types d'argile et un composite qui est le crottin d'âne, qui permet de faire fermenter ces terres, d'aérer aussi de ces terres et d'augmenter en fait les possibilités mécanothermiques. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'on va réaliser une cire pour un objet prédéfini. Cette cire, une fois qu'elle a été sculptée, elle va être recouverte d'une première couche d'argile très très fine qui va permettre de prendre la définition de la peau pour pouvoir obtenir effectivement la plus grande qualité possible de bronze. Ensuite, il y a une couche qui va être mise au-dessus, qui est une couche évent, puisque un des grands principes que l'on a découvert, c'est qu'il n'y a pas de système d'évent mécanique, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas sur la cire des tubulures qui permettent de chasser la poche d'air qui se trouve à l'intérieur de la potée ou de chasser les gaz de combustion. Non, c'est bien dans la masse effectivement que cet échange gazeux va se faire, ce qui rend effectivement les matériaux compliqués à maîtriser, ce qui montre aussi l'intelligence des matériaux par rapport à l'époque, puisque lors de la coulée, il va falloir faire en sorte que l'air soit complètement chassé via ces différentes couches, tout en gardant la qualité, tout en gardant effectivement aussi la structure, puisqu'il ne faut pas que ça se délite. Et puis ensuite, on a une dernière couche qui est une couche de structure qui va permettre de fortifier l'ensemble. Alors une fois que c'est réalisé, la première opération, qui est une opération qui est encore mal maîtrisée pour l'instant, qui va demander beaucoup de recherche, c'est l'opération d'essirage, puisque là nous avons des données à Cantyr et aussi au Soudan qui nous permettraient peut-être de mieux comprendre ces fautes d'essirage, qui est encore une opération que nous ne maîtrisons pas. Mais lors de l'opération d'essirage, ces terres vont subir un choc thermique forcément, mais thermique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque cette cire va être évacuée, mais une partie de la cire va être absorbée, qu'il va falloir ressortir de là. Et puis il y a des chocs effectivement mécaniques puisqu'on les manipule. Par après, une fois qu'elles sont complètement dessirées, là nous mettons environ 5-6 heures, nous allons placer ces potées effectivement dans une fosse. La fosse permet d'une part de les incliner, c'est très important, on ne coule jamais droit. C'est bien toujours des moules qui sont en oblique qui permettent d'augmenter effectivement la mouillabilité et de diminuer tous ces problèmes de bulles et d'inclusion à l'intérieur de ces bronzes. Donc on incline la potée, on met un sable autour qui permet de structurer, de fortifier la potée puisqu'elle va recevoir un autre choc, c'est le bronze en fusion, mais aussi avec une densité qui est très élevée puisque c'est presque une densité 9, donc elle va recevoir effectivement une pression interne qu'il va falloir compenser. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le métallurgiste de l'époque a un savoir-faire tel que les couches, en fait, après la fusion, est capable de presque se déliter par elle-même, ce qui évite un autre problème, c'est lors du décochage, que le coup soit trop fort et qui casserait fait des éléments qui sont très fins au niveau du bronze. Donc on voit que l'insistance du matériau est quelque chose de primordial dans la compréhension effectivement de ces techniques-ci, que nous essayons de reproduire, et nous essayons de les reproduire aussi fidèlement que possible, mais aussi par rapport à l'outillage, puisque par après, comme nous avons actuellement une méconnaissance de l'outillage de finition, eh bien, l'effort est mis par le métallurgiste dans l'Antiquité sur la qualité en aval pour pouvoir avoir, en fait, lors du décochage, la statuette qui soit propre, directement exploitable et où il ne faut plus que casser l'entonnoir de coulée pour obtenir effectivement l'objet souhaité. Alors ça, c'est le principe général. Et pour l'instant, nous sommes en train aussi, et ce qui illustre le propos de ce reportage, nous sommes en train de produire des pieds en bronze. Alors pourquoi? Parce qu'il y aurait une particularité qui va être très intéressante sur le futur même des interprétations des Osiris, c'est qu'ils produisent les pieds en bronze au préalable, remettent une cire, refont toute l'opération de cirage, recoulent effectivement la partie haute par après. Nous ne comprenons absolument pas comment ils arrivent à faire en sorte de créer une soudure entre l'élément froid en bronze et le nouvel élément
chaud qui arrive par après. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir trouver, qui est aussi très intéressant parce que nous ne connaissions pas cet aspect-là. Et puis ensuite, ils décochent l'ensemble. Et nous pensons en fait qu'il y a un aspect rituel qui intervient, c'est que cette faiblesse mécanique qui a été créée au préalable, qui demande beaucoup plus de travail qu'une création normale, permettra effectivement de casser rituellement à un moment donné l'Osiris, afin de procéder à un rituel. Et donc le fait d'étudier à nouveau ici cet aspect technique, en ayant des données archéologiques, expérimentales et d'analyse, ici on intègre aussi à nouveau l'élément sociétal, en comprenant le pourquoi effectivement de cette recherche qui est vraiment compliquée, afin effectivement d'illustrer quelque chose qui est aussi un peu méconnu, c'est effectivement tous ces rituels de cassage osirien, aussi bien effectivement sur des sujets petits, mais aussi sur des bronzes qui logiquement ne pourraient casser qu'à chaud, et qui est probablement ce que le prêtre ou l'opérant ne faisait pas, et qui ont demandé effectivement aux métallurgistes de prévoir cette blessure afin de pouvoir procéder au rituel. Si tu as des questions à poser, tu demandes à madame. Ne te rapproche pas parce que c'est vachement. Vous savez conduire? Je peux voir. Fais ça. Pourquoi il taille? C'est un moule, je suis affecté du coup. Petit voile là. Voilà, c'est ici que s'achève ce reportage. Ne quittez pas trop vite la vidéo parce que juste après, vous avez la possibilité de visionner un no comment réalisé par Georges Verlier et son équipe. En tous les cas, je tenais à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à archéologia.be et je vous dis à très bientôt. Encore, non. L'arrière n'est pas encore en fusion. J'ai un bas à l'avant, mais pas à l'arrière. C'est tout proche, hein, les gars. Il faut continuer votre effort. Allez-y, allez-y. c'est bien. L'angle. C'est super bon ce que vous faites. C'est du beau boulot. J'ai un bain. 1152. J'ai un super bain. 1152. Ok. J'ai un bain. C'est liquide, C'est très liquide. C'est vraiment liquide. Je vais pas insister, on va y aller. C'est vraiment liquide. Ok, vous continuez un tout petit peu.
J'enlève un peu de matière. J'enlève un peu de matière. Allez-y, aidez-moi. Ok, c'est bon, stop. Stop, 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 stop. J'y vais. Je vois plus rien. Ouais, c'est bon. On par terre. On a un bout de... Ok. Oui, c'est cette fois-ci, on va le c'est bien pesant, hein, ça. Après, c'est bien. Oui, aussi. Tiens, il passe là-haut.